Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Arrêt de travail, quel moyen d'action sur l'absentéisme d'origine professionnelle. Je suis Alexandra Guimarès, chef de projet événementiel pour l'expertise RH chez EMI et je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Naturellement, ce webinaire sera enregistré et le lien de rediffusion ainsi que le support de présentation vous seront envoyés à la fin de cette session. Le support de présentation est déjà disponible dans la partie ressources qui se trouve juste en bas à droite de la plateforme. Vous pouvez poser toutes vos questions via l'onglet chat participant qui se trouve à droite de la plateforme pendant toute la durée du webinaire. Nous tenterons d'y répondre à la fin de cette présentation. À présent, je suis ravie d'accueillir et de vous présenter nos intervenants du jour. Élodie Janine, team leader chez EMI. Bonjour Élodie. Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous. Et Gilles Sedbon, médecin coordinateur chez EMI. Bonjour Gilles. Bonjour Alexandra, bonjour Élodie, bonjour à toutes et à tous. À présent, je laisse la parole à nos intervenants et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions via l'onglet chat participant. Bon webinaire à tous. Merci Alexandra. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour les entreprises, la gestion des arrêts de travail et plus spécifiquement l'absentéisme d'origine professionnelle. Nous allons développer ensemble les étapes de ce processus, depuis l'analyse du fait accidentel jusqu'à la gestion des reprises et en accordant un temps à l'observation des séquences d'arrêt de travail. L'objectif est de vous fournir des outils concrets et une vision claire pour appréhender ces situations avec, nous l'espérons, efficacité et sérénité. Alors, le point de départ de l'arrêt de travail, c'est tout simplement le fait accidentel. Comment peut-on définir ce fait accidentel ? J'utilise souvent l'expression fait générateur pour caractériser le fait accidentel. S'intéresser aux arrêts de travail nécessite de se pencher sur leur cause et donc sur le fait générateur accidentel. Son analyse permet dans un premier temps de distinguer les faits générateurs contestables et ceux qui ne le sont pas, avec des objectifs de cartographie des risques, mais également de collecte d'arguments en cas de contestation. Les faits générateurs incontestables sont principalement les accidents évidents, c'est-à-dire ceux dont la matérialité saute aux yeux, parce qu'elle a laissé une trace, parce qu'un témoin était présent et a vu la scène de l'accident, ou bien parce qu'il y a des captures photos ou vidéos de l'accident. Mais attention, la réciproque n'est pas forcément vraie. L'absence de témoin n'est pas un argument de contestation à lui seul. Par exemple, certains accidents de la circulation dans lesquels aucun tiers n'est engagé ne comportent pas toujours de témoins, mais il y a bien des traces matérielles de l'accident qui affirment qu'il a bien eu lieu. Donc, bien évidemment, quand l'accident est incontestable, on perçoit immédiatement les lésions qui en découlent. Quand un couvreur tombe d'un toit, on comprend facilement qu'il ait des fractures constatées aux urgences. D'autres accidents nécessitent des vérifications pour en affirmer soit la véracité, soit le caractère professionnel. Abordons tout d'abord les malaises. Les malaises sont de nature et de gravité très hétérogènes. Ils vont de l'impression angoissante d'évanouissement imminent jusqu'au décès, qui est la conséquence la plus extrême. La compréhension de la causalité du malaise est cruciale et nécessite une instruction pour affirmer ou infirmer son lien avec le travail. Il y a des malaises dont les conséquences vont s'inscrire dans la durée, par exemple un AVC qui a entraîné une hémiplégie, et puis il y a ceux dont les conséquences sont circonscrites dans le temps, par exemple une crise d'épilepsie, une crise d'asthme ou un malaise hypoglycémique chez un patient diabétique mal équilibré. En ce qui concerne les agressions, c'est-à-dire les scènes de violence physique, psychique ou mixte, il faut parfois s'attendre à des conséquences immédiates, mais également à un retardement. Notamment, l'état de stress post-traumatique peut survenir plus tardivement et il sera cependant impacté par les éventuelles pathologies ou traumatismes antérieurs, je les appelle les cicatrices psychiques. Alors, parlons également des accidents pour lesquels l'employeur a émis des réserves motivées. Il peut en rédiger dans plusieurs cas. Quand il existe des discordances entre le récit de la victime, des témoins, l'observation des preuves matérielles. Ou quand l'employeur avait déjà connaissance de lésions antérieures chez son salarié. Par exemple, le salarié se plaignait de douleurs au dos depuis plusieurs jours et il vient tout juste de déclarer un lumbago après avoir fait un effort.
Mais il y a aussi le cas où il n'y a pas d'événement accidentel. Ou enfin, quand les blessures semblent disproportionnées par rapport à l'accident qui, lui, paraissait sans gravité. Donc en réalité, il convient d'analyser la cohérence du fait accidentel et ensuite de le mettre en perspective avec les lésions décrites. Il y a un autre indicateur à observer, c'est le déroulement de la journée après l'heure de la T. Le salarié a-t-il poursuivi sa journée de travail et a-t-il conservé ses missions habituelles? D'ailleurs, à quelle heure l'accident a-t-il eu lieu? Est-ce que c'était un peu après sa prise de poste ou lors d'une pause ou un tout autre moment? On attachera aussi de l'importance au jour de la survenue de la T, par rapport à la semaine de travail ou par rapport au jour de congé. Sans en faire une obsession, on sera attentif aux accidents du lundi ou survenus au retour de congé. Dans le cas d'une journée écourtée par l'accident, on sera là attentif à la façon dont le salarié a quitté l'entreprise. Est-ce que c'était par transport en commun, par ses propres moyens, ou par véhicule sanitaire comme SAMU, pompiers, ambulance? La différence est vraiment très importante car elle traduit le besoin d'assistance et de soins d'urgence. D'ailleurs, la destination immédiate du salarié apporte une information intéressante puisque c'est théoriquement à ce moment-là que le salarié va bénéficier de sa première prescription. En effet, la première prescription doit être examinée avec une attention particulière car elle est riche en informations. Lorsque le salarié fait l'objet d'une évacuation sanitaire, il est quasi systématique de le voir mentionné sur la déclaration d'accident de travail avec la destination supposée. Dans les faits, la réalité est un peu plus nuancée. À l'accueil de la plupart des services d'urgence, il existe des IAO, infirmières ou infirmiers d'accueil et d'orientation. Ils sont capables d'évaluer le caractère bien fondé d'une prise en charge hospitalière. Et dans le cas contraire, le patient peut être réorienté vers un cabinet de médecine de ville. À l'inverse, certains patients peuvent quitter les urgences de leur propre chef, soit impatients ou découragés par le délai de prise en charge. On a tendance à interpréter cette décision de quitter le service des urgences en faveur d'une bénignité des lésions. Suite à une prise en charge aux urgences, il y a soit un retour au domicile avec rédaction d'un certificat médical initial, soit une hospitalisation qui, dans ce cas, donne lieu à l'édition d'un bulletin de situation. Le certificat médical initial sera alors rédigé à la sortie de l'établissement. Dans les autres cas, la première prise en charge se fait en cabinet de médecine générale, de médecine spécialisée ou dans une maison médicale de garde. Il est aussi fondamental d'observer la date de la première prise en charge médicale, donc du certificat médical initial, par rapport au jour de l'accident. Tout délai supérieur à 48 heures doit conduire à se demander si c'est en raison d'une absence de gravité ou d'un problème d'accessibilité aux soins. Alors, je vous propose maintenant d'observer la séquence des arrêts de travail, c'est-à-dire l'ensemble des certificats que l'employeur reçoit de la part d'un salarié après un accident du travail. Mais avant cela, je vous propose un premier sondage. À partir de quelle durée d'arrêt de travail estimez-vous nécessaire de vous interroger? Est-ce 3 jours, 2 semaines, c'est-à-dire 15 jours, 1 mois et demi, c'est-à-dire 45 jours, ou 3 mois, soit 90 jours? Alors, on vous laisse quelques secondes pour répondre au sondage et les experts, du coup, commenteront ces résultats à la suite des votes. Alors, on vous laisse encore quelques instants. Alors, une première tendance se dessine déjà. Élodie et Gilles, vous pourrez les commenter dans quelques secondes. Si vous ne trouvez pas l'onglet sondage, il se trouve juste en haut à droite, l'onglet chat participant. Voilà, vous avez juste à cliquer sur l'onglet sondage et le sondage apparaît et vous avez la possibilité du coup de répondre à une réponse. Très bien. Le sondage est maintenant terminé et les résultats du sondage ont été publiés sur votre écran. Élodie, Gilles, je vous lis les réponses au sondage. À 20%, ils ont répondu 3 jours, à 45%, 2 semaines, à 26%, 1 mois et demi et à 9%, 3 mois. Alors, merci beaucoup de vos réponses. Dans l'idéal, il ne faut s'interroger ni trop tôt, car on peut manquer de matière d'analyse, ni trop tard, car les conséquences de l'absence, là, seront déjà installées. Alors, reprenons l'analyse de la séquence des arrêts de travail.
un arrêt de travail contient un certain nombre d'informations. Pour qu'une analyse soit pertinente, il faut être particulièrement attentif à certains critères. J'en cite quelques-uns. La qualité et la diversité des prescripteurs, leur lieu d'exercice, notamment par rapport au lieu de résidence du salarié absent, leurs compétences médicales supposées, la qualification des arrêts, est-ce un AT, une MP ou une maladie ordinaire, les sorties autorisées, avec ou sans restriction horaire, bien évidemment, la reprise du travail, les aménagements, les affections de longue durée et la grossesse. Gilles, depuis des années, tu me parles de ces séquences d'arrêt de travail. Peux-tu nous en expliquer le concept? Oui, Elodie, un arrêt de travail global, c'est obligatoirement un certificat médical initial, des certificats de prolongation et en principe, un certificat médical final. Le rôle essentiel du certificat médical initial consiste à décrire les lésions qui seront prises en charge par l'assurance maladie au titre de l'accident de travail. L'existence de plusieurs certificats médicaux initiaux, établis le même jour ou décalés dans le temps, doit nous amener à en comprendre la raison. On n'analyse pas de la même façon un certificat initial établi aux urgences ou en ville par un médecin généraliste ou par un médecin spécialiste. Par exemple, si la lésion initiale constatée est une fracture du coude qui a nécessité aux urgences la pose d'un plâtre, le certificat médical initial prescrira souvent un arrêt couvrant la durée théorique de conservation du plâtre. La durée du premier arrêt de travail est révélatrice de la gravité de la lésion, mais il ne faut pas s'enfermer dans ce raisonnement automatique. Un certificat établi par un spécialiste à un temps précoce dans la séquence d'arrêt de travail conduira à se poser la question de la facilité d'accès à ce praticien. Par exemple, le recours à une consultation de rhumatologie comme première prise en charge d'un lumbago nous amène à envisager que le salarié était peut-être déjà patient de ce spécialiste par le passé, pour des épisodes identiques. Cela soulève donc la question du possible état antérieur. Alors, tu insistais sur la nécessaire cohérence entre l'accident et ce que révèle le premier arrêt de travail. Mais les arrêts de travail sont parfois plusieurs fois prolongés. Et dans ce cas-là, que faut-il observer? La succession des certificats médicaux de prolongation raconte l'histoire médicale avec ses temps forts en termes de parcours de soins, d'investigation, de convalescence et de récupération. Restons sur l'exemple de la fracture du coude. Une séquence habituelle pourrait débuter par une prise en charge initiale aux urgences, une consultation une semaine plus tard auprès d'un chirurgien orthopédiste et une consultation à l'ablation du plâtre. L'analyse des certificats d'arrêt de travail suivants sera révélatrice de l'évolution, favorable ou non, en fonction des prescripteurs et de la durée des prescriptions. Pour cet exemple, la multiplication des prolongations d'arrêt de travail établies par le chirurgien orthopédiste sera révélatrice d'une complication, par exemple la survenue d'une algodystrophie. À l'opposé, des prolongations établies par plusieurs médecins généralistes posera la question d'un nomadisme médical motivé soit par un problème d'accès aux soins, soit par un motif moins avouable, aller chercher auprès d'un nouveau praticien ce que son médecin traitant habituel ne veut plus délivrer. Comment peut-on expliquer que parfois des lésions identiques donnent lieu à des arrêts de travail dont la durée est totalement différente? L'offre de soins n'est pas la même en fonction des territoires, ce qui va impacter la rapidité de prise en charge et donc la récupération. Il ne faut pas négliger cette réalité dans l'analyse des arrêts de travail. Je voudrais aussi parler d'un principe important, la courbe de récupération. L'arrêt de travail reflète une période d'incapacité temporaire totale de travail. Or, chaque activité professionnelle nécessite la mise en œuvre de capacités fonctionnelles et professionnelles. Il faut cependant prendre en considération qu'il n'est pas forcément indispensable d'atteindre la guérison pour reprendre le travail. Si ces capacités nécessaires à l'exercice professionnel sont suffisamment restaurées pour reprendre le travail, totalement ou partiellement avec des aménagements en temps et ou en contenu, alors une reprise est possible. C'est ce questionnement que devrait se poser chaque prescripteur d'arrêt de travail en ne tombant pas dans le piège de prolonger automatiquement l'arrêt tant que des symptômes persistent. Le médecin prescripteur doit donc à chaque fois se demander si le stade actuel de la récupération permet de répondre aux exigences du métier exercé
ou si des aménagements permettraient de reprendre contact avec le travail. Pour l'exemple de la fracture du coude, la capacité de reprise n'interviendra pas au même moment pour un métier opérationnel de travail en entrepôt, pour un métier sédentaire qui nécessite néanmoins 1 heure de conduite automobile matin et soir, et pour un métier qui peut s'exercer en télétravail. Alors, maintenant que nous avons décrit un certain nombre d'outils, comment les utiliser? C'est toute cette phase d'analyse sur mesure qui permet à l'employeur de choisir avec pertinence le bon moyen d'action et le bon moment pour le déployer. Les contrôles médicaux, les courriers de signalement ou d'étonnement et le recours à un médecin conseil sont autant d'outils à la disposition de l'employeur. Avant d'en parler un peu plus longuement, je vous propose un second sondage. Avez-vous recours à des moyens d'action lorsque vous émettez des doutes sur les arrêts de travail? Utilisez-vous des contre-visites médicales, des courriers de signalement, les deux, ou pas de moyens d'action? Merci beaucoup, Élodie. Comme la dernière fois, le sondage se trouve juste en haut à droite dans l'onglet sondage qui se trouve juste en haut de l'onglet chat participant. Voilà, on vous laisse quelques secondes pour y répondre. N'hésitez pas à répondre au sondage. Vous êtes déjà nombreux à avoir répondu. Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans la partie chat participant. Nous prendrons le temps à la fin de cette présentation pour y répondre avec nos 2 intervenants. C'est le moment de poser vos questions, alors n'hésitez pas. On laisse encore quelques secondes aux participants. Gilles et Élodie. Très bien, le sondage est maintenant terminé et les résultats s'affichent sur votre écran. Alors, je vous lis les résultats, Élodie et Gilles, et ils sont parlants. À 29%, ils ont répondu la contre-visite médicale. À 34%, les deux. À 22%, pas de moyen d'action. Et à 16%, le courrier de signalement. Merci de vos réponses très éclairantes. Alors, si nous allons un petit peu plus dans le détail, donc, les employeurs qui versent un complément d'IJ peuvent recourir à la contre-visite médicale. Son rôle consiste à constater la présence du salarié à son domicile et à vérifier le caractère médicalement justifié de l'arrêt de travail. Pour qu'il soit pertinent, le contrôle doit être demandé au bon moment dans la séquence d'arrêt de travail. En effet, la contre-visite médicale contrôle seulement l'arrêt de travail en cours, c'est-à-dire ni les arrêts précédents, ni les suivants. Donc, très concrètement, le médecin contrôleur se déplace au domicile du salarié sans le prévenir ou sur rendez-vous. Il peut aussi le proposer en cabinet, et là c'est sur rendez-vous. L'employeur reçoit ensuite un avis de contrôle qui est un document administratif, ce qui clôt cette phase de contrôle. En cas d'arrêt jugé non médicalement justifié, le médecin contrôle peut, si on lui demande évidemment, adresser une note médicale argumentée au service médical de l'assurance maladie dans les 48 heures suivant le contrôle. La caisse sera alors tenue soit d'en prendre acte et de mettre un terme au versement des IJSS, soit de déclencher à son tour un contrôle réalisé par un médecin conseil de la caisse. Toutefois, la contre-visite à domicile peut être totalement inefficace si le salarié est autorisé à sortir sans restriction horaire ou s'il est autorisé à effectuer sa convalescence en dehors de son domicile habituel. D'ailleurs, ce changement temporaire de résidence devrait théoriquement faire l'objet d'une information à l'employeur et à la caisse, et le terme utilisé dans ces cas-là est repos campagne. Alors, un autre moyen consiste à solliciter directement un contrôle par un médecin conseil de l'assurance maladie, par l'envoi donc d'un courrier de signalement. Pour que le contrôle soit effectif, ce courrier de signalement doit comporter une argumentation motivée, résultant justement de l'analyse de la séquence des arrêts de travail. Il est important d'adresser ce courrier à un moment choisi, et ensuite, des relances sont tout à fait possibles. L'objectif de ces démarches est que l'employeur paye un complément au-delà des IJSS, mais qui soit à juste titre. Les actions de contrôle permettent de contribuer à la pérennité du système social français aux vertus protectrices. À quoi mène un arrêt de travail? À la reprise,
à un reclassement, éventuellement à l'inaptitude. Lorsqu'il y a reprise, est-ce immédiatement au poste et à temps plein, ou bien peut-il y avoir des aménagements de façon transitoire? Pour y voir clair, il faut comprendre comment se clôture un accident de travail qui a entraîné une période d'arrêt de travail. Alors justement, quelles sont les nuances entre guérison et consolidation? Il faut comprendre une guérison comme un retour à l'état antérieur, c'est-à-dire qu'il ne reste aucune conséquence propre à l'accident de travail. Lorsqu'il persiste des séquelles, on parlera de la notion de consolidation lorsque l'état sera stabilisé au point de ne plus permettre de récupération supplémentaire par les soins et la convalescence. Les séquelles sont habituellement évaluées et donnent lieu à la fixation d'un taux d'IPP, incapacité permanente partielle. Mais de quelle façon les aménagements facilitent la reprise du travail? Il faut distinguer les aménagements en temps de travail des aménagements sur le contenu des missions. Concernant le temps de travail, on entend souvent parler de la terminologie mi-temps thérapeutique. Le terme le plus approprié est temps partiel thérapeutique, car il offre des pondérations du temps de travail comprises entre 50 et 80%, qui peuvent d'ailleurs être évolutives jusqu'à la reprise à temps complet. Il est aussi possible de prévoir des aménagements relatifs aux missions effectuées pour protéger le salarié dans sa période de reprise de contact avec le travail. D'une façon générale, les aménagements nécessitent que le médecin traitant et le médecin du travail aient la même appréciation des capacités du salarié. Mais parfois, le salarié reste en arrêt de travail malgré une guérison ou une consolidation avec des séquelles légères, ce qui n'empêche pas la reprise. Comment faut-il l'interpréter? Cela signifie qu'il y a un autre motif d'incapacité de travail. La question fondamentale consiste alors à savoir à partir de quand cette pathologie intercurrente a fait son apparition. Cela conduit à se demander si les derniers arrêts de travail prescrits sous le régime de l'accident de travail n'auraient pas dû l'être sous le régime de la maladie. Nous arrivons presque au terme de ce webinaire. Alors, quelques mots de conclusion. Un arrêt long va avoir un impact financier sur les cotisations. Savoir qu'un arrêt va être long et surtout le savoir tôt, c'est avoir la possibilité de réorganiser le travail, de réattribuer les missions avec un minimum d'impact pour les salariés présents. Cela peut nécessiter de faire appel à de l'intérim, une embauche ou à des changements de poste en interne. Toutefois, l'employeur ne doit pas se concentrer uniquement sur les arrêts longs. Les arrêts courts, eux aussi, sont pénalisants car ils portent atteinte à la continuité du travail. Les missions du salarié absent seront alors soit laissées de côté, soit réaffectées aux collaborateurs présents, avec le risque d'entraîner des arrêts par ricochet liés au surplus d'activité. Effectivement, s'intéresser à l'absentéisme, c'est sécuriser au mieux la continuité du travail et d'une certaine façon, la santé de l'entreprise. Cela nécessite d'affiner son analyse des situations, de savoir décrypter et interpréter toutes les informations disponibles en essayant de rester objectif. Il faut aussi être capable de reconnaître des situations conformes. Cartographier les accidents de travail et leurs conséquences en matière d'absentéisme est aussi une étape fondamentale de la prévention en faveur de la protection des salariés. Très bien. Merci beaucoup Gilles, merci beaucoup Élodie pour ces éclairages très intéressants sur le vrai travail et l'absentéisme d'origine professionnelle. Alors, vous avez été nombreux à nous poser des questions via le chat participant et nous vous en remercions. Alors, Élodie et Gilles, je vous pose la première question. Il y en a beaucoup, mais on va essayer de les prendre un par un. Alors, je vous pose la première question. En cas de courrier de signalement à la CPAM, le salarié est-il informé de la démarche de la part de l'employeur? Je vous laisse y répondre. Gilles, Élodie. Le salarié n'est pas directement au courant de votre démarche puisque ce courrier va être récupéré donc au sein de l'assurance maladie par les médecins de caisse. Et ce sont eux qui vont traiter ce courrier-là et qui seront amenés à proposer au salarié une visite. Mais à aucun moment donné, le salarié ne saura que l'employeur a été l'initiative de cette demande. Alors, j'ai envie de rajouter quand même une petite chose. Il ne sera pas en principe informé, mais il peut l'être, c'est-à-dire que rien ne s'oppose à ce que l'assurance maladie informe le salarié qu'un courrier de signalement a été adressé.
Donc, ça n'est pas un document secret, ça n'est pas confidentiel. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Alors, voici la deuxième question. Une collaboratrice peut-elle avoir 2 CMI pour un même accident du travail? Alors, je vous explique le contexte. Donc, un accident du travail du 2 février, un CMI, retour au travail pendant 2 semaines, puis un autre CMI afférent également à l'accident du 2 février. Alors, je vais répondre. En principe, il n'y a qu'un seul CMI. Les situations que l'on rencontre plus fréquemment avec 2 certificats médicaux initiaux consistent à l'établissement d'un certificat médical initial aux urgences et puis l'arrêt de travail sera court et sera prolongé assez rapidement le lendemain, le surlendemain par le médecin traitant, et le médecin traitant va cocher, peut-être par erreur, la case certificat initial. Dans l'histoire qui nous est rapportée, il y a un certificat médical initial, une reprise de travail, et puis un nouvel arrêt qui est qualifié d'initial. C'est une erreur de qualification. Ce n'est pas un certificat médical initial. Ce sera éventuellement un certificat de prolongation si toutefois il est prescrit sous le régime de l'accident de travail et s'il est rattaché à l'événement initial, le fait générateur accidentel, qui est celui mentionné dans le premier certificat médical initial, et bien sûr à condition que la caisse d'assurance maladie ait instruit la demande de prise en charge de l'accident de travail et validé cette prise en charge. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Gilles. Alors, je vous pose une 3e question. Alors, j'essaye de les sélectionner dans l'ordre. Les contre-visites médicales sont-elles juridiquement conditionnées au versement d'un complément de l'employeur ou à de la prévoyance? Oui, il faut qu'il y ait un intérêt à agir. C'est-à-dire que l'absence de versement d'un complément de salaire au-delà des indemnités journalières de sécurité sociale est une condition nécessaire pour que l'employeur puisse faire appel à une contre-visite médicale. Effectivement, il y a une deuxième chose à vérifier, au-delà du versement de ce complément de salaire, c'est que la convention collective l'autorise. Très bien. Merci beaucoup, Gilles. Alors, une 4e question. Un signalement suppose de connaître plus ou moins la nature de la lésion. Or, il est rare de disposer du CM descriptif. Y a-t-il un moyen de réclamer un accès systématique au CM descriptif? Alors, l'employeur ne reçoit que le volet non descriptif. Effectivement, il n'a pas moyen de réclamer la description de l'arrêt. Toutefois, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre d'indices dans la prescription qui nous permet justement de tirer certaines conclusions. Est-ce que tu confirmes? Oui, mais je voudrais rajouter quelques petites choses. Au moment de l'établissement d'une déclaration d'accident de travail, l'employeur a connaissance de l'accident et il a connaissance de lésions supposées. Ce sont en tout cas celles qui sont signalées par le salarié qui a malheureusement été la victime de cet accident. Si l'employeur considère qu'il y a des raisons à émettre des réserves, il y aura une instruction. Et cette instruction donnera la possibilité à l'employeur d'accéder aux pièces et notamment au certificat médical initial. Donc là, il prendra connaissance de là ou des lésions initiales. S'il n'y a pas eu d'instruction, il y a une prise en charge d'emblée, effectivement, l'employeur est privé de la faculté de lire ce qui est mentionné comme lésion sur ce certificat médical initial. Il est cependant orienté par là où les lésions que le salarié lui a signalées au moment de rédiger la déclaration d'accident de travail. Donc, il a quand même des capacités pour raisonner par rapport à l'accident de travail et aux lésions qui en ont découlé.
La difficulté, c'est lorsqu'il y a l'accident entraîné une multitude de lésions, parce qu'on ne sait pas celles qui perdurent, celles qui s'amendent et celles qui persistent dans le temps. Voilà, c'est le cas le plus complexe pour comprendre ensuite la séquence, le parcours de soins et la séquence d'arrêt de travail. D'accord, très bien, très intéressant. Merci beaucoup, Gilles. Alors, une 5e question. Pour refuser un mi-temps thérapeutique, que doit-on faire ou justifier ou prouver exactement? Alors, le mi-temps thérapeutique est d'abord prescrit par un médecin. Il doit être ensuite validé par le médecin du travail. Il y a ensuite une 3e condition, c'est que l'employeur doit affirmer que l'aménagement, le temps partiel thérapeutique à 50%, je préfère utiliser cette terminologie, je l'ai précisé un petit peu plus tôt, l'aménagement en temps, en contenu de mission, doit être aussi validé par l'employeur parce que l'employeur doit confirmer que ces aménagements sont compatibles avec le travail effectué, avec la nécessité de production qui s'effectue dans l'entreprise. Donc, l'entreprise peut signaler au service de santé au travail qu'elle n'est pas en mesure d'appliquer les préconisations, les aménagements en temps, en contenu d'émission. Très bien. Alors, une 6e question, il y en a énormément, on ne pourra malheureusement pas y répondre à tous, à toutes, pardon, aujourd'hui, mais on a encore un peu de temps, donc je vous pose cette question. Peut-on et est-on en droit de refuser à un salarié une déclaration d'accident du travail? Non. Non. Dès lors qu'un salarié fait état d'un fait accidentel, l'employeur se doit de réaliser cette déclaration. Toutefois, pour que la caisse prenne en charge, ou en tout cas instruise ou prenne en charge d'emblée, il faut qu'il y ait l'association d'un certificat médical initial également. Voilà, donc c'est ces 2 éléments-là qui, lorsque la caisse va les recevoir, elle va soit prendre en charge, soit refuser de prendre en charge, soit déclencher une instruction qui débouchera, pareil, sur soit une prise en charge, soit un refus de prise en charge. D'accord, merci beaucoup. Tu souhaites, oui, compléter, Gilles? Non, j'allais dire qu'il y a une seule situation qui permettrait de ne pas établir de déclaration d'accident de travail, c'est à condition que le salarié en valide la décision, c'est que l'accident soit inscrit dans le registre des accidents bénins. Attention, ça n'est pas possible ni dans toutes les entreprises, ni pour tous les accidents. Et surtout, l'inscription dans le registre des accidents bénins n'est possible que si l'accident n'entraîne aucun besoin en soins et en arrêt de travail. Il peut y avoir une inscription initiale dans le registre des accidents bénins, puis ensuite une déclaration d'accident de travail si, au-delà d'un certain délai, des soins et une prescription d'arrêt de travail devient nécessaire. D'accord, très intéressant. Merci beaucoup à vous 2. On a encore le temps pour une 7e question, alors je vous la pose. Peut-on envoyer un courrier de signalement si nous suspectons la prescription par le médecin d'arrêt de complaisance? L'objet justement du courrier de signalement, c'est, comme on l'a dit, d'en envoyer à bon escient. Et il faut réaliser ce travail d'observation de la séquence médicale pour déterminer si on envoie un courrier de signalement ou non. Donc, un arrêt de complaisance, on entend souvent cette terminologie, mais il faut absolument regarder dans le détail, en fait, ce qui laisse à penser ça. Est-ce que tu veux compléter, Gilles ? C'est ça, ce que j'allais dire, c'est que la complaisance, c'est un ressenti. Au-delà du ressenti, je concluais sur la nécessaire objectivité. C'est-à-dire qu'au-delà du ressenti, il faut quand même avoir ne serait-ce qu'un commencement de raisonnement, un commencement de preuve
qui tend à penser que l'arrêt de travail est soit non médicalement justifié, soit est disproportionné dans sa durée. Je disais un petit peu plus tôt qu'il peut y avoir une période initiale nécessaire pour un arrêt de travail, mais il y a cette courbe de récupération et un temps au-delà duquel la nécessité de maintenir le salarié en arrêt de travail n'est plus si évidente que ça. C'est peut-être à ce moment que certains employeurs peuvent se dire « j'ai l'impression que la prescription est complaisante ». Mais dans le courrier de signalement, je pense qu'il faut éviter de verser dans le ressenti et exposer les choses objectivement, argumenter. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, une dernière question. Une prolongation d'arrêt d'accident du travail pour rechute suite à une reprise est-elle comptabilisée dans l'absentéisme AT et impacte-t-elle le coût de l'employeur? La réponse est non. Les rechutes sont déjà comptabilisées dans le forfait qui est imputé sur les comptes employeurs des employeurs. Voilà. Donc, dès lors qu'un accident se produit, l'employeur se voit imputer ce qui donnera des cotisations, un forfait en fonction du nombre de jours, donc 0,3 jours, 3 jours, 15 jours, etc. Mais la rechute est déjà comptabilisée dedans. Donc, il n'y a pas de seconde imputation. Il y a peut-être un point supplémentaire à ajouter, c'est que pour qu'il y ait rechute, il faut qu'en clôture de la période initiale, plus ou moins importante d'arrêt de travail, il y ait une guérison ou une consolidation. Ok, très bien. Alors, juste en complément de cette question, on nous pose cette question, comment peut agir l'employeur quand le salarié est toujours en arrêt, malgré l'arrêt du versement des IGSS? La question, si j'ai bien compris, c'est le salarié reste en arrêt de travail et l'employeur a cessé le versement des IGSS. C'est ça. Quels sont ses moyens d'action? Les moyens d'action, donc la contre-visite, là, dans ces cas-là, ne sera plus possible, mais le courrier de signalement, justement, en étudiant toute la séquence médicale, sera une option à étudier. C'est une question qui est peut-être qu'il faudrait préciser, parce que s'il y a cessation du versement des IGSS, cela veut dire que la caisse d'assurance maladie a entériné le fait que l'arrêt n'est plus médicalement justifié. La caisse elle-même a mis un terme à cette situation d'incapacité temporaire de travail. À ce moment-là, s'il n'y a plus de reconnaissance d'incapacité temporaire de travail, alors le salarié est censé être dans l'entreprise. Il y a un problème relatif au contrat de travail. Il faut savoir si l'arrêt dont on parle était un arrêt de travail. Est-ce que la caisse le maintient en arrêt ordinaire? Voilà, il y a d'autres questionnements à voir derrière. Très bien, merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, vraiment la dernière question que je vous pose et qui est revenue un bon nombre de fois dans le chat. Pouvons-nous demander une contre-visite en Alsace-Moselle? Avez-vous un élément de réponse à donner? Alors ça, j'avoue qu'il faudrait regarder la législation. Là, je ne saurais vous dire. Très bien. C'est une question qui est revenue pas mal de fois dans le chat, donc je pense que c'est une question qui interroge du coup. Ouais, la personne qui écoute le webinaire s'est confrontée à un refus, peut-être dans ces cas-là. Je pense. Mais dans ce cas-là, du coup, ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous avec une réponse beaucoup plus détaillée concernant la contre-visite en Alsace-Moselle. Voilà. Eh bien, très bien, merci. Oui, pardon. J'allais dire, il y a un régime spécifique, effectivement, pour la région Alsace-Moselle. Relativement à ce régime spécifique, ce que je propose à la personne qui nous a posé la question, c'est que l'on se documente et qu'on lui apporte dans un deuxième temps une réponse robuste à cette question.
Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Ce webinaire est maintenant terminé. Un grand merci à vous deux, Gilles et Élodie, pour ces éclairages très précieux tout au long de cette session. Le support de présentation de ce webinaire est disponible dans la partie ressources juste en bas à droite de la plateforme et le replay sera également disponible juste à la fin de cette session. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos webinaires RH sur notre site internet eming.fr, rubrique événements webinaires. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci beaucoup, Élodie. Merci, Gilles. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.